L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Dans ce 3e épisode de la saison 4 de Radio Basta, différentes perspectives sur l'espace public. Vous y retrouverez 2 extraits de conférences passionnantes enregistrées dans le cadre d'un séminaire sur les politiques urbaines au Centre de formation sociale La Roitière. Nous y entendrons Eva San Martin présenter son travail sur la déprise spatiale des femmes victimes de violences conjugales, ainsi que Véronique Borde et ses recherches sur les jeunes et l'espace public. Enfin, une interview et témoignage de Jamila Bessoltan, bénévole et membre du CA de l'association Parle avec elle, et membre du collectif Passe en nous, qui retracera son parcours, sa vision de l'espace public et mobilisation des quartiers populaires. Bonne écoute. Bonjour, je suis Eva San Martin, formatrice à l'école de travail social de La Roitière et j'interviens dans les formations des moniteurs, monitrices éducatrices, éducateurs, éducatrices spécialisés et techniciens d'intervention sociale et familiale. Je suis de formation sociologue. Mon champ de recherche en tant que docteur en géographie sociale, c'est les violences conjugales et la dimension spatiale de la violence conjugale. J'ai effectué une thèse à l'université de Bordeaux-Montaigne que j'ai soutenue en 2019. J'ai eu l'occasion aussi d'effectuer une recherche avec l'université de Paris 8 sur les violences conjugales en période de confinement. Alors, donc moi, mon objet de recherche pendant ma thèse doctorale portait sur la déprise spatiale des femmes victimes de violences conjugales. Il y a des rapports comme le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui montrait en 2015 que 100% des utilisatrices des transports en commun ont été à un moment donné de leur vie victimes des agressions. Donc à partir de ça, je me suis posé la question de qu'en est-il de la violence conjugale, c'est-à-dire de quelle manière la violence conjugale a des effets aussi sur l'utilisation des espaces publics des femmes. Qu'est-ce qui se dégage de tous ces matériaux? Déjà, ce que j'ai pu identifier, c'est que les rapports aux espaces est diversifié avant d'être en couple, c'est-à-dire que les femmes, avant d'être en couple, ont un rapport aux espaces assez multiples et divers. Par exemple, il y avait une femme qui disait j'avais 20 ans, je prenais ma voiture et je me disais bon, faut que tu ailles là, et si tu ne trouves pas, c'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome. Tu vas trouver ton chemin, tu vas y arriver. Après, une fois qu'elle était en couple, du coup, les choses changent. Elle se disait, au bout de quelques années de mariage, je ne les faisais plus du tout. J'avais une peur bleue. Le fait d'être en couple avait complètement transformé son rapport à l'espace. Donc, les liens conjugaux créent des expériences spatiales similaires pour les femmes victimes de violences. Et donc, dans les espaces publics, ce qui se produit, c'est une surveillance et contrôle des activités par les partenaires masculins. Alors, que la femme soit accompagnée par les conjoints ou pas, la surveillance, elle est toujours en œuvre. Et quand les maris se trouvent aux côtés de la compagne, elle a tendance à ne pas prendre la parole, à se rendre discrète, à occuper peu d'espace, à s'effacer en fait en public. Mais quand le monsieur n'est pas aux côtés de la compagne, et ces contrôles continuent à s'effectuer notamment par la pression déjà que l'atmosphère de la relation a instaurée, mais aussi par le téléphone qui est un vecteur très important des contrôles conjugaux. Et l'effet d'être tout le temps sous surveillance et sur pression fait que les femmes perdent des compétences et des habilités spatiales et finissent par douter de ce qu'elles font à l'extérieur et douter de ses capacités à agir dans l'espace public. Sa capacité à conduire une voiture, par exemple, sa capacité à prendre le métro, sa capacité à s'orienter dans la ville. Et elles vont être dans une dépendance aussi à l'égard du conjoint. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est que ce sont des femmes qui développent un agir très rationalisé, très fonctionnel et très conditionné. C'est-à-dire, les femmes, elles ne se promènent pas, elles ne flânent pas à l'extérieur. Quand on est victime de violences conjugales,
Les sorties sont des sorties utiles, des sorties très fonctionnelles. On va d'un point A à un point B. Il faut qu'on rentre à la maison à telle heure et pas 5 minutes plus tard. Et il faut toujours rendre compte de ce qu'on fait, comment on les fait et avec qui on les fait. Et les déplacements des femmes à l'extérieur sont toujours en relation avec l'équerre. C'est-à-dire que quand les femmes se déplaçaient à l'extérieur, et ces déplacements avaient une utilité au regard de la famille et du foyer. Les femmes, elles ne vont pas sortir pour consommer du loisir, pour faire du sport ou pour avoir des activités à elles. Donc ça, c'est très important parce qu'en fait, elles n'ont pas des espaces à soi et du temps à soi dans les espaces publics. C'est toujours du temps pour les autres. Et alors là, dans un atelier de cartographie, donc les points noirs signifient la maison et chaque cercle correspond à 10 minutes à pied de la maison. Donc là, on est à 10 minutes à pied. Là, c'est 20 minutes à pied du domicile, 30 minutes à pied et ainsi de suite. Donc les points verts, c'est l'école des enfants. Donc les points bleus, c'est les lieux où elles pouvaient trouver des personnes pour discuter. Et les points rouges, c'était des courses. Enfin, ça, c'était les courses. Ça, c'était une activité à soi. Et ça, c'est le travail. Donc, cette personne, le matin, elle sort de la maison. Donc, trajet numéro 1, elle va à l'école déposer son premier enfant. Elle avait 3 enfants. Chaque enfant est scolarisé dans une école différente. Donc, elle dépose l'enfant dans les premières écoles. Deuxième trajet, elle dépose le deuxième enfant. Troisième trajet, elle dépose le troisième enfant. Ensuite, elle va au travail. Après le travail, elle retourne récupérer le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant. Elle les amène à la maison. Après, trajet numéro 9, elle ressort pour les activités extrascolaires. Elle dépose les enfants pour les activités extrascolaires. Elle part faire des courses. Elle dépose les courses à la maison. Elle revient récupérer les enfants. Après avoir récupéré les enfants, elle les dépose à la maison. Là, elle a une activité à elle. Elle revient à la maison. Voilà, et ça, c'était un jour lambda de sa vie quotidienne. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont dans l'espace public, on les voit, mais ça peut être la vie de n'importe qui a 3 enfants. C'est vrai qu'on pourrait dire, mais on n'a pas de différence entre les trajets d'une femme qui vit des violences conjugales et les trajets d'une femme qui ne vit pas des violences conjugales, sauf que la différence se trouve dans le fait que tous ces trajets-là se font sur l'emprise, sur la pression, sur le contrôle, sur la contrainte. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas libre. Au départ, c'était me retenir, de m'empêcher de bouger, de m'empêcher de sortir parce que moi je voulais ouvrir la porte et sortir. Cette fois aussi je voulais partir mais je ne savais pas quoi faire. Je me suis retrouvée dans une gare à me dire je prends un train et puis un autre et encore un autre. Quand j'ai rencontré mon mari, donc on a eu un coup de foudre et du coup j'ai tout laissé derrière. J'ai laissé mes amis, j'ai laissé ma passion pour la danse, j'ai laissé la fac. Et en fait, oui, c'est progressif, mais on ne se rend pas compte. Le problème, c'est qu'à force de céder pour telle ou telle raison, les femmes vont progressivement considérer que c'est normal. Et elles vont perdre toutes les capacités de partir. Donc, alors, en ce qui concerne les espaces privés, ce qu'on voyait, c'est que dans les espaces privés, il y a une territorialisation des espaces et des biens au bénéfice du partenaire masculin. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas une prise sur l'espace et un pouvoir décisionnel sur l'espace et sur les biens qui se trouvent au sein de l'espace. Il y a comme une colonisation spatiale dans les espaces privés. Et il y a aussi des femmes qui disent qu'ils n'avaient pas des espaces à elles, par exemple des espaces où mettre ses affaires personnelles. Les conjoints, ils pouvaient très bien fouiller, regarder, confisquer, détruire des biens personnels de sa conjointe. Il y a une absence de frontières spatiales. Souvent dans les espaces, dans les espaces de la maison, on a des espaces plus ou moins publics et plus ou moins intimes. Et il y a des frontières
La porte, c'est quelque chose de très important. On peut fermer la porte pour avoir de la privacité. On peut l'ouvrir si on a envie de se montrer à l'autre. Dans une situation de violence conjugale, il n'y a pas de frontières. Et de là, l'importance que les femmes victimes de violences accordent à la clé. Le fait de pouvoir se fermer à clé dans les toilettes, c'est curieux jusqu'à quel point ça pouvait être commun. La question de pouvoir se fermer à clé, c'était essentiel pour elles, pour pouvoir avoir un espace à soi. Et donc là, ce que j'avais demandé, c'est de se représenter les plans du domicile. Et donc on pourrait imaginer à simple vue qu'on est face à un couple égalitaire. Elle travaille, lui aussi, chacun sa chambre. Et pour autant, ce qui se vivait à l'intérieur de la maison montrait cette absence de sécurité en fait. Et donc j'avais demandé d'utiliser des émoticônes du téléphone pour représenter des émotions qu'on pouvait ressentir dans la maison. Donc il y avait la peur, la frustration, il y avait la tristesse, il y avait la joie, le repos, et puis le point rouge, c'est la violence. Et donc là, on voyait comment, en effet, la violence se trouve dans tous les espaces de la maison. Et là, le seul endroit où il a représenté la clé, c'est là où on peut se reposer, où il peut y avoir un peu un répit. On souffle, quoi. Donc on est vraiment comme dans un scénario de guerre. Alors ça peut être violence physique, ça peut être violence sexuelle, ça peut être violence verbale. Et là, c'est tout type de violence. Donc je suis allée voir le contraire, un couple précaire. Alors eux, ils étaient hébergés par les 515, donc c'est une chambre d'hôtel à Paris, et ils avaient un bébé. Voilà, c'est une chambre assez petite. Et donc là, on voit comment les violences pouvaient avoir dans les placards, dans la baignoire. C'est-à-dire que la violence, elle se trouve partout. Qu'est-ce qui montre ça? Ce que moi j'ai pu observer, c'est comment, en fait, la dimension de la maison a peu à voir avec la question de la violence. On pourrait imaginer que quand on a une grande maison, on peut trouver de l'abri, on peut trouver des refuges. Et pour autant, la violence agit toujours de la même manière, quelle que soit la typologie des maisons et quelle que soit la situation sociale et économique du couple. La tendance, c'est toujours de diminuer les espaces. Là, c'est très symbolique quand la porte du domicile se ferme. Ce qui s'ouvre, c'est la porte à tous les abus, en fait. Donc, c'est vraiment une situation d'insécurité. Je pars de l'idée qu'habiter, le fait d'habiter, d'exister dans un lieu, c'est traduit par la possibilité de déployer une individualité. C'est pouvoir s'approprier un espace, marquer une identité au sein de l'espace, laisser mon empreinte au sein d'un espace. Et habiter, c'est aussi avoir une privacité, c'est-à-dire pouvoir circuler entre l'espace commun et un espace à moi. Aller du collectif à l'individuel. Pour habiter, il est nécessaire des frontières où je peux aller. Et cela permet aussi la continuité de l'être. Pour que mon psychisme, pour que mon être puisse se développer d'une manière convenable, c'est nécessaire que je puisse circuler comme ça dans les espaces. Si on me l'empêche, mon être va être atteint. Pour conclure, cette notion de lien entre spatialité et violence conjugale, je pars de l'idée que la violence conjugale constitue une perte d'engagement social, c'est-à-dire que les femmes, peu à peu, se retirent de la participation sociale. Et il se produit aussi une domesticité. Alors la domesticité, moi je l'entends comme un assujettissement au service de l'autre. C'est l'ensemble de ces aspects, moi je les nomme comme la déprise spatiale. Et ce qui est intéressant quand on travaille auprès des femmes victimes de violences, c'est que les femmes elles vont se reconnaître entre elles, quelle que soit leur classe sociale. Et ça, si on revient à la notion d'éducation populaire, c'est très important.
parce que ça peut être une ressource pour les femmes. Le fait de se reconnaître entre elles. Là, ce sont des extraits de la radio que j'ai pu obtenir des Radio Basta, qui travaillaient en partenariat avec l'association Parle avec elle. J'ai vu qu'il y a une résonance entre la violence conjugale qu'on peut vivre au sein des espaces privés et la violence dont les femmes font l'objet dans les espaces publics. Là, cette autre femme dit je sais que nous, à une certaine heure, il est très difficile d'accéder à la place, et c'est la place dont on parle de la Rémerie, parce que malheureusement, il n'y a que des mecs, des vieux, des jeunes, des toxicos, et les femmes, elles n'osent pas y aller, et à partir de 19h, voilà, vous ne voyez plus de femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles ont tendance à quitter l'espace public. On peut très bien ne pas vivre de la violence conjugale, mais en tant que femme, tout le monde est confronté d'une manière ou d'une autre dans sa vie à des actes sexistes ou à la peur. C'est-à-dire que les rapports aux espaces n'est pas les mêmes entre les femmes et les hommes. Donc, comment parvenir à une reprise spatiale? Parce que c'est ça l'idée, c'est-à-dire la reprise spatiale, on la connaît, mais comment faire en sorte que les femmes puissent se réapproprier les espaces, pouvoir avoir un prix sur les espaces. Mais il y a déjà un accompagnement social. J'ai rapidement évoqué l'accompagnement des associations féministes dans ce lycée d'émancipation. On peut faire les liens aussi avec l'éducation populaire. Cela passe parfois par la réappropriation de l'individualité dans un entre-soi non mixte. Prendre soin, en fait, ça veut dire promouvoir les collectifs, promouvoir les liens. Prendre soin, c'est aussi permettre aux individus de s'approprier une individualité. Et prendre soin, c'est mettre en place un accompagnement social qui considère l'autre en tant que sujet et pas en tant que bénéficiaire d'un dispositif. Et qu'en est-il de la violence conjugale? Comment l'aménagement urbain peut venir lutter contre la violence conjugale? Eh bien, pour moi, ça s'est traduit par le fait d'amener l'éthique du care, traduire l'éthique du care dans l'aménagement urbain. Cela passe par tisser une continuité spatiale, c'est-à-dire tisser une continuité entre l'espace public et l'espace privé. Et cela se traduit par revitaliser les espaces intermédiaires. Les espaces intermédiaires, ce sont les espaces qui accompagnent l'espace privé de l'espace public. Avoir aussi des espaces partagés dans les bâtiments et faire ville à la cartoucherie. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce dispositif d'habitat partagé parce que ils ont fait une grande terrasse à disposition de tous les habitants, un jardin partagé. Il y a des espaces qui sont partagés, mais ce sont des espaces gérés par les habitants. Donc, il y a aussi cette implication dans le fait de construire les lieux qu'on habite. Et pour moi, ça vient prévenir les violences conjugales parce qu'on politise le fait d'habiter un lieu et on va solliciter la voix de tous et de toutes. Et donc, moi, quand j'ai parlé avec des femmes, elles me disaient que je n'avais pas l'habitude de prendre la parole en public. Et grâce à cet habitat partagé, maintenant, je participe dans les réunions et ma voix, elle compte. Et je n'avais jamais pensé qu'elle pouvait compter. Et donc, les femmes, en fait, elles développent un pouvoir d'agir. Et quand on a un pouvoir d'agir, on se prémunit, entre guillemets, c'est pas non plus une baguette magique, mais on a plus de ressources, en fait, pour se protéger contre des situations d'abus. La violence conjugale va essayer d'isoler les femmes, de faire en sorte qu'elles ne soient plus en lien avec les voisins, avec l'entourage. Mais si on pense des espaces pour que les gens se croisent, pour que les gens puissent se rencontrer, c'est toujours un pas en avant vers la lutte contre les violences conjugales. Radio Basta, épisode 3 de la saison 4, différentes perspectives sur l'espace public. Donc Véronique Borne, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Toulouse-Jean Jaurès. J'appartiens au laboratoire à l'unité mixte de recherche, éducation, formation, travail, savoir. Et je travaille sur toutes les questions de jeunesse, politique jeunesse, éducation hors du temps scolaire, éducation populaire, avec une méthode ethnographique.
Et puis, pour finir, on a la prise de conscience émancipatrice. Il va y avoir des bancs et normalement, la place, elle est faite pour se rencontrer, s'asseoir, discuter. Or, les jeunes vont arriver avec des skates, par exemple, et ils vont utiliser la place comme rampe de skate. Donc, c'est comment les jeunes se réapproprient l'espace et se le réapproprient différemment de ce qu'il a été pensé finalement en amont. Alors, ce qui est intéressant, c'est en fait cette réappropriation d'espace, donc elle est vue comme un problème. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans la réappropriation d'espace, c'est de comprendre comment c'est le signe d'une inadaptation de l'espace public. Du point de vue sociologique, l'espace public, c'est un espace de sociabilité. Donc c'est un espace dans lequel on va pouvoir se rencontrer, tisser du lien, développer des activités ensemble, mais du coup, c'est un espace dans lequel on doit coexister. Et des personnes différentes doivent coexister, ce qui peut poser problème. Finalement, cet espace public, il est en construction permanente et c'est une construction sociale. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui existe au départ, c'est quelque chose qui va se construire socialement en fonction des gens qui y sont, qui s'y rencontrent, qui développent des interactions, etc. Donc, l'espace public, au départ, il est posé par des aménagements, d'accord ? Mais en fait, du point de vue sociologique, quand on le regarde, c'est une construction sociale. En fait, c'est ça, ce sont les rapports sociaux qui vont qualifier l'espace public plutôt que les aménageurs qui déterminent en fait comment ça doit fonctionner, quoi. Et du coup, quand on s'intéresse à la jeunesse dans l'espace public, c'est c'est très important, parce que les jeunes vont jouer de cette mise en vue, comme on dit, dans l'espace public. Quand on est dans l'espace public, on se met en scène, on tient un rôle. Comment les jeunes vont jouer en étant surexposés dans l'espace public ou en cadrant, en décidant de l'endroit où ils vont apparaître, ou bien en décidant de disparaître aussi. Et disparaître de l'espace public, c'est aussi une mise en scène dans l'espace public. Donc ce qui est important, c'est que la rue, c'est vraiment le lieu... les Grecs parlaient d'agora, l'agora, c'est le lieu où on va construire finalement une confrontation des classes sociales et donc où on va construire une identité politique. Donc la rue, normalement, elle a pour fonction de se construire une identité politique. C'est là qu'on va venir défiler, qu'on va dire qu'on est d'accord, pas d'accord. Donc la rue, ça va être et l'espace public, c'est le reflet finalement de l'atmosphère de la société. Alors les personnes qui vivent dans la rue sans domicile, c'est très intéressant parce qu'ils ont une fonction sociale en fait. En fait, ils appartiennent à la rue, d'une certaine façon, et ils ont une fonction sociale dans la société. Et le fait d'être visibles, alors ce sont des invisibles socialement parlant, mais ils sont visibles dans la rue, enfin pour ceux qui veulent bien les regarder, on est bien d'accord. En France, ça a une fonction sociale, c'est de dire, quand on n'a plus rien, on est dehors et on ne bouge plus. Vous êtes comme un mobilier urbain, quoi. C'est terrible à dire. L'espace public, du coup, il va servir aussi à construire une réappropriation de l'espace avec les autres pour pouvoir avoir un sentiment d'appartenance. C'est parce qu'on va circuler dans l'espace public, parce qu'on va tenir un rôle dans l'espace public, qu'on va avoir un sentiment d'appartenance et d'appartenance à la société. Donc, on a tous un rôle dans l'espace public, un rôle social à tenir dans l'espace public. Les SDF, c'est la même chose. Donc, par rapport aux jeunes, je vais revenir un petit peu là juste sur 2-3 points clés de l'histoire de la jeunesse en France. Donc à l'été 81, on a les premiers événements dans les quartiers. Donc c'est aux Minguettes, on a les premiers. C'est un moment où les jeunes s'ennuient. Ils volent des voitures, ils font des rodéos avec les voitures et ils brûlent les voitures devant les caméras de télévision. Et c'est la première fois où on va commencer en France à avoir peur de sa jeunesse. Il faut du coup s'occuper des jeunes, il faut les cadrer, les encadrer. Et du coup, il faut les faire disparaître de l'espace public. Le travail ethnographique, on travaille avec les gens qu'on rencontre sur le terrain. Enfin, depuis 3 ans, je travaille dans le quartier du Mirail, donc pas loin de là où est l'association, mais c'est le quartier qui est juste à côté. Et on a été avec des éducateurs spécialisés à la rencontre des jeunes. Et les jeunes qu'on a rencontrés, c'est des jeunes qui sont inscrits dans le trafic de stupéfiants. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille. Alors, dans mes recherches avec les jeunes, ce que je vois sur l'espace public, c'est que ça peut être à la fois, donc c'est un espace de socialisation entre pairs, donc on se rencontre, on discute, on échange, on va se construire une identité, on va expérimenter, mais c'est aussi un lieu de dégagement, c'est-à-dire que souvent, dans les appartements, il n'y a pas assez de place, les familles sont grandes, il y a peu de place, et du coup les jeunes vont aller dehors, vont aller dans l'espace public parce qu'ils n'ont pas assez de place chez eux. Donc,
Quand les jeunes sont dehors, soit ils s'installent dans des lieux prévus pour la circulation, ce qui pose problème, puisque par exemple quand vous avez un trottoir, une rue, un trottoir, les jeunes, eux, ils se donnent rendez-vous en groupe, ils vont s'arrêter, ils vont stationner, ils s'en fichent que ce soit un trottoir pour circuler, eux, ils se sont donné rendez-vous, donc ils s'arrêtent, ce qui va poser problème. Soit ils vont donner l'impression d'envahir l'espace public, parce qu'ils sont nombreux, parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils ne respectent pas les codes et les règles qui sont informelles dans l'espace public, qui est de circuler, de ne pas déranger les gens, etc. Donc eux, ils s'en fichent finalement de la normalisation de l'espace public. Finalement, ils ont leurs propres normes dans l'espace public. Quand on se retrouve face à des jeunes dans l'espace public, finalement, on a peur parce que on se retrouve face à un groupe qui fait peur. Voilà. Pourtant, l'espace public, c'est un vrai lieu de socialisation pour la jeunesse, puisque entre pairs, ils se rencontrent, ils discutent, ils échangent, mais aussi pour les adultes, parce qu'en regardant les jeunes dans l'espace public, on comprend finalement les fonctionnements des jeunes et comment les jeunes se réapproprient l'espace public, en tout cas si les adultes en ont envie. Et du coup, on voit dans ces espaces publics des échanges, de la réciprocité qui va permettre ce que moi j'appelle une socialisation réciproque, c'est-à-dire que chacun va pouvoir apprendre de l'autre et pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe autour de soi. Mais pour ça, il faut que les adultes acceptent d'apprendre de la part des jeunes. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, les jeunes de quartier ne connaissent pas la politique et ne s'intéressent pas. Pourquoi ? Parce que, en gros, vous venez jamais dans les quartiers sensibles, vous allez que dans les quartiers nord ou dans le nord ou dans le sud, dans les quartiers chics. Et pourquoi vous venez jamais dans... C'est vrai qu'on voit pas souvent les candidats se balader dans les cités. Dans les quartiers sensibles, peut-être le 91 ou le 92 ou le 93. Non, mais il faut être clair. D'abord, député, moi je suis député d'un arrondissement, je m'occupe de mon arrondissement, de ma circonscription. J'ai pas de raison d'aller dans les autres. Le problème, c'est que en France, un bon jeune, c'est un jeune qu'on ne voit pas. Donc les jeunes, il faut disparaître. Ça veut dire qu'en France, politiquement, la prise en charge de la jeunesse, elle est sous-tendue par une invisibilisation de la jeunesse. Donc c'est ça, la prise en charge de la jeunesse, c'est comment on rend invisibles les jeunes. Ce qui est important aussi, c'est pour les adultes, c'est de prendre conscience que ces jeux de mise en scène, en fait, c'est positif. C'est pas que négatif, c'est pas fait pour faire peur, c'est positif. C'est comment les jeunes vont aller proposer aux adultes, en apparaissant, en disparaissant, de leur montrer finalement, d'aller les chercher, de rentrer en négociation ou de rentrer en conflit. L'usage de l'espace public, il sert à ça. Il sert à poser finalement ce que j'appelle des espaces de conflit autorisés, c'est-à-dire un endroit où on va pouvoir rentrer en conflit pour rentrer en négociation, et pas rentrer en négociation pour obtenir ce qu'on veut, mais rentrer en négociation pour trouver une solution satisfaisante pour tous. Et du coup, j'en viens à l'éducation populaire. C'est que l'éducation populaire n'est absolument pas vue de la même façon dans tous les pays d'Europe, à chaque fois que je circule. Nous, en France, moi, il y a un collègue belge qui m'a dit un jour, en France, vous en parlez beaucoup, vous en faites pas. En Belgique, on n'en parle pas, on en fait tout le temps. Donc, En Espagne, on ne parle pas et on n'agit pas. En France, l'éducation populaire, elle a été vraiment ressaisie par l'animation et je voudrais revenir là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. En 1959, avec la création du ministère de la Culture, André Malraux, il aurait voulu pouvoir allier l'éducation populaire à la culture. Et donc la culture n'a jamais été associée à l'éducation populaire. L'éducation populaire a toujours été associée à la jeunesse et au sport. Et du coup, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on ne peut pas s'émanciper par la culture, on peut s'émanciper par le sport quand on est jeune, quoi. On va institutionnaliser l'éducation populaire parce que ce sont des associations qui vont s'en saisir et qui vont la brandir. Et du coup, on va, en institutionnalisant l'éducation populaire, on va la dépolitiser. En 90, on va avoir une ère de la technicisation, c'est-à-dire que l'éducation populaire, maintenant, c'est l'animation, et l'animation doit être technique. Donc on va finir en 90 d'enlever tout le militantisme qui était porté par l'éducation populaire et qui était porté par certains animateurs, en tout cas par l'animation.
Donc on va créer finalement de l'offre de services. L'éducation populaire existe, elle est toujours là, elle a des formes multiples, on la trouve aussi bien dans des associations qu'on peut la trouver au quotidien. Moi j'essaie de tenir ces idées d'éducation populaire à l'université, donc ce qui n'est pas évident. Mais pour moi, l'éducation populaire, en fait, c'est une façon de penser la société. Ça va être une façon c'est un projet de société. Les actions d'éducation populaire, on le reconnaît comment? On reconnaît quand on est dans des endroits où il y a de la conscientisation, où il y a de l'émancipation, où il y a du développement de la puissance d'agir, de la transformation sociale. En fait, c'est ça qui fait que ce sont des indicateurs d'éducation. L'éducation populaire, elle va nous permettre de décrypter finalement les rapports de domination dans une société. C'est ça qui est important et prendre conscience finalement de la place que l'on occupe dans cette société-là. Et c'est ça en fait qui est vraiment au cœur de l'éducation populaire. C'est pas le développement personnel, c'est vraiment l'émancipation individuelle et collective. C'est vraiment ça qui est au cœur de l'éducation. Une émancipation individuelle et collective. Y es una emancipación también colectiva, no solo individual, también es colectiva. On peut proposer différents niveaux de conscientisation qui vont nous permettre de voir comment on peut accompagner ces questions d'éducation populaire et de voir un peu où on en est finalement. Donc il y a 4 niveaux de conscience qu'on peut développer au sein de l'éducation populaire. Donc vous avez le premier niveau, c'est la conscience soumise, qui n'entraîne qu'un sentiment d'impuissance. Quand vous êtes face à une situation où vous ne pouvez rien faire, et vous êtes sur de la conscience soumise. C'est-à-dire vous êtes conscient qu'il vous arrive quelque chose, mais vous ne pouvez rien faire. Il y a la conscience précritique qui nous conduit à mettre des mots sur des choses, à nous situer dans des rapports sociaux, mais rien de plus. Donc on dit effectivement où on est, ce qui se passe. On nomme. On nomme. Voilà. Donc c'est précritique. Il y a la conscience critique intégratrice qui nous pousse à vouloir faire bouger des choses, mais sans pour autant être prêt à tout remettre en cause. D'accord ? Et puis il y a la conscience critique libératrice qui nous fait constater qu'agir dans le cadre ne suffit pas et qui nous pousse à agir collectivement et pour pouvoir changer le cadre. D'accord ? Donc ces niveaux de conscience, ils sont importants à connaître parce qu'ils permettent de voir un peu où on se situe. Et souvent on est dans la conscience critique intégratrice, c'est-à-dire qu'on veut faire bouger les choses, mais on n'est quand même pas prêt à sacrifier. Par exemple sur le développement durable, d'accord ? On veut il y a la COP26 en ce moment, on veut que les choses changent, mais on n'est pas prêt à ne plus voyager en avion ou à ne plus utiliser sa voiture, etc. En fait. Et du coup, on a plusieurs niveaux de prise de conscience. Quand on regarde un petit peu, on a le premier niveau qui est la prise de conscience individuelle, donc on se sent personnellement concerné par un problème social. On peut ensuite avoir une prise de conscience collective, qui est la réalité oppressive, ne concerne pas uniquement une personne, mais des groupes. Donc là, on prend conscience qu'il y a un problème au niveau collectif, des groupes, des communautés, des membres de collectivités plus largement. On a une prise de conscience sociale où on soupçonne que les situations ne sont pas dues au hasard, qu'il n'y a pas de fatalité, et que donc il existe des contradictions sociopolitiques objectives, donc que derrière il y a peut-être de la manipulation, d'accord ? Et puis il y a la prise de conscience politique à partir d'éclaircissements que l'on va trouver dans le fonctionnement de la société, que l'on va trouver dans des recherches de situations alternatives, où on va trouver des solutions qui vont s'appuyer sur de l'expérience collective. Et puis pour finir, on a la prise de conscience émancipatrice, donc où on va poser des actes avec les autres, où on essaie de concrétiser ces alternatives, où on va agir pour changer les mentalités, changer les conditions de vie, transformer la société. L'éducation populaire doit amener à ces différents, arriver au mieux à la prise de conscience émancipatrice. Et du coup, l'éducation populaire, espace public et jeunes, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça finalement ? L'éducation populaire, c'est une façon de penser un projet de société, pour moi. L'espace public devrait appartenir à tous. Donc, qu'est-ce qu'on y fait ? Et comment on y est libre d'y faire ce que l'on veut, puisque c'est public ? Et comment les jeunes, on arrête de les prendre pour des jeunes, mais qu'on parle bien d'eux comme des citoyens. Et que du coup, la parole des jeunes, prise comme une parole de citoyen, ça n'a pas le même poids. Et ça, ce sont mes dernières batailles actuelles, où je bataille pour qu'on arrête de parler de jeunesse, mais qu'on parle bien de citoyens, pour qu'on puisse justement avoir en face de soi des interlocuteurs dont la parole a le même poids.
Que souvent on dit jeunesse, ils ont le temps, jeunesse, ils ont le temps, ça va, quand ils seront adultes, on verra. Enfin, bon. Alors que si on dit qu'on a des citoyens en face de soi, ce sont des gens qui, là, agissent dans la cité, acteurs de la cité, donc qui ont une parole, qui doit avoir du poids dans les échanges. Pour finir, l'éducation populaire est peu présente dans l'espace public aujourd'hui en France. On la voit peu, puisque l'espace public est devenu complètement contraint. C'est presque devenu un espace privé dans plein d'endroits, donc avec des règles à respecter, etc. Cet espace public, il a été approprié par les institutions qui font perdre la fonction première qui est penser à un projet de société. Donc comment on peut penser à un projet de société dans l'espace public? Comment les jeunes peuvent être vus non plus comme une menace mais comme une ressource en tant que citoyens? Et comment l'éducation populaire doit être la possibilité de placer le citoyen au centre de l'espace public pour lui redonner une fonction politique. Radio Basta, épisode 3 de la saison 4, différentes perspectives sur l'espace public. Alors du coup, moi je suis Jamila Pessoltan, je vis dans le quartier depuis toujours, dans le quartier de la Reinerie, maman de 6 enfants, des grands enfants, des petits enfants, et j'ai intégré l'association, parle avec elle, ça fait 12 ans que j'y suis, 11 ans bientôt, 11 ans, et je suis rentrée dans Passons-nous, ça fait on va dire 3 mois. D'où je ne connaissais pas cet assaut du tout. C'est une amie à moi qui m'a intégrée. J'ai commencé le Tour de France depuis le 29 octobre, qui va finir le 12 mars, la dernière étape. Et en fait, le but, c'est d'aller dans les quartiers populaires pour parler justement, aller à la rencontre et faire des échanges, des débats avec les habitants des quartiers populaires. Voilà. Pour la 8e étape de son Tour de France des quartiers populaires, l'association Passons-nous installait son stand au quartier Saint-Martin de Montpellier. On avait estimé que nos voix, malheureusement, elles ne se font pas assez entendre. Et pour être entendues, il fallait qu'on puisse se réunir tous ensemble pour porter une parole qui est la parole des habitants et celle de la justice sociale. Eux, ils ont commencé déjà, ça fait la 2e année, c'est un collectif de quartier, quoi. Ils sont subventionnés, oui, mais voilà, c'est un quartier, c'est Mohamed Memech qui le tient. Lui, à la base, son association, c'est Assez le Feu, à Paris, et en même temps Passons-nous. Donc, on est de plusieurs villes. C'est-à-dire, on a des gens de Angers, de Paris, de Roubaix, de Toulouse. Et on a 40 étapes, on a fait déjà une moitié. Et là, il nous reste une dernière moitié à faire. Donc, en fait, ce Tour de France est particulièrement fait avec une caravane où il y a écrit nos quartiers ont de la gueule, donc on est visible, plus un van. Et toutes les personnes qui viennent nous rejoindre, soit elles viennent par avion, par train, par leurs propres moyens. Et de là, après, on fait les quartiers. Et on va voir les habitants et on leur parle des problèmes. Quelles problématiques ils trouvent. Madame, qui a donné le droit de vote aux femmes? Je ne sais que c'est en 1945, 21 octobre, mais je ne pourrais pas vous dire qui. Général de Gaulle. Écoutez, je ne suis pas au courant parce que je n'ai pas de télévision. De Gaulle? Nous, le but, c'est de leur dire que voilà, il faut aller voter, que c'est très très important. Allez voter, même si vous votez blanc, votez. C'est important parce qu'on est français à part entière. Quoi qu'il arrive, on est français, donc on a tous les droits d'aller voter. Et c'est vrai qu'on a du mal parce qu'il y en a certains qui nous disent oui, mais ce qu'on fait là, ça ne sert à rien. Et d'autres qui nous disent oui, c'est important que voilà, il y a des gens comme vous qui se bougent, mais plus qui nous disent qu'ils sont contents du travail qu'on effectue. Donc on leur fait un questionnaire. Et ce questionnaire-là, on leur pose des questions de toutes les problématiques. De ce qui est, par exemple, la culture, l'emploi, la laïcité, les personnes âgées, la police, le racisme, le scolaire, la discrimination, l'immigration, les femmes, le transport, la politique, religion, sécurité, écologie, la justice et le droit, les problématiques avec les jeunes, le logement, parce qu'on a on nous parle beaucoup du problème du logement en France, le droit, le pouvoir d'achat, la santé, le service public. Voilà. Donc on leur demande qu'ils nous disent le département, s'ils sont hommes, femmes, la situation, le nombre d'enfants, et de leur dire qu'ils font des constats et des remarques.
À eux de nous noter ce qu'ils veulent noter. Par contre, nous, ce qu'on leur dit, ça reste de l'anonymat. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ont mis leur nom ou leur prénom et le nombre d'enfants qu'automatiquement on va dire c'est telle personne. Non. Nous, on leur dit que c'est bien anonyme. Et après, nous, une fois qu'on aura la dernière étape, qu'on aura tout fini, on va tout éplucher les remarques des gens. Là, je crois qu'on est même à plus de 1,5 million de paroles de gens, parce qu'on en a compté quelques-unes. Bon, c'est pas fini encore, donc je pense que les 5 millions, on va les atteindre, c'est sûr et certain. Et j'aimerais bien qu'on les atteigne. De voir qu'est-ce qui va... quand on va proposer ça, on va leur remonter un peu à l'état, voir ce qui va se passer. Voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire et les propositions qu'ils nous feront. Et après, par la suite, voilà, s'ils n'écoutent pas, nous, notre but, justement, c'est on lâche rien. Voilà. On le dit même quand on crie, on ne lâche rien. C'est écrit et c'est pour ça qu'on nous appelle les quartiers de la gueule. Voilà. Eh oui, bonjour Grenoble, la caravane du Tour de France, coordination Passons-nous, 14e étape là aujourd'hui, ici à Grenoble, à la place Félix Poula. Voilà, on est là pourquoi? On est là pour dire nos voix comptent, justice pour nos quartiers, et voilà, plus rien ne se fera sans nous, donc on a des questionnaires à remplir, on vient, c'est des habitants, par des habitants, pour des habitants. Alors, la dernière que j'ai effectuée, c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Roubaix, où ça s'est super bien passé. On a été visiter un foyer de mamans maghrébines, d'où elle nous expliquait que, voilà, c'était des mamans qui ont des enfants, hein, ils ont des enfants mariés, sauf qu'elles étaient toutes seules parce qu'elles ont perdu soit leur mari, soit, il y en a, elles n'avaient pas de mari, il y en a, elles n'ont pas d'enfants, pas de mari, donc elles vivaient dans ce foyer ensemble. Sauf que la mairie de Roubaix voulait détruire justement ce foyer. Donc, ils nous ont fait appel. Donc, on a été à leur rencontre et on a discuté. On a été visiter justement ces dames-là. Sauf que la directrice de ce foyer, qui a un double visage, je trouve, nous l'a fait un petit peu à l'envers. Quand elle nous a vus, elle a été en mode gentille, adorable et tout. Sauf qu'on sait très bien qu'elle est très très méchante parce qu'on a rencontré des enfants qui nous disaient qu'elle était mauvaise avec leur maman. Et donc on a essayé de faire remonter ça. Et d'où on a appris il n'y a pas longtemps qu'on a réussi qu'ils ne détruisaient plus justement ce foyer. Et ils ont été très très contents parce que justement une maman qui avait plus de 70 ans qui nous disait: moi, si demain, qui parle très mal la pauvre français, parce que voilà, c'est une maman maghrébine, et qui n'a pas appris non plus, et on ne peut pas lui en vouloir non plus, qui disait: moi, si on me dit qu'on détruit ça et qu'on ne me laisse pas avec mes copines, je vais me jeter à la Garonne. Donc quand on entend une mère en détresse, ou une personne âgée en détresse, qu'elle soit de n'importe quelle culture, hein, on ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible. C'était pas probable. Donc nous, le but, c'était de faire remonter. On a réussi. Et comme on dit chez nous, hamdoulah, ils cassent pas le foyer. Donc on est heureux, voilà. Et ils nous ont remerciés. Et prochainement, on devra retourner les voir parce qu'ils veulent nous faire un petit coucou. Donc on retournera les voir. J'étais engagée dans les associations, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais quitté la France. Par exemple, tu vois, j'ai jamais vu Paris. J'avais jamais vu la capitale. Je suis jamais allée à Perpignan, je suis jamais allée à Roubaix, je suis jamais allée en Belgique, mis à part Toulouse. Et ça m'a permis non seulement de découvrir des villes, de voir d'autres personnes. Et au contraire, ça m'a appris beaucoup. Et j'étais incapable, moi, par exemple, de prendre l'avion toute seule. Alors que pourtant, je suis née en France. Et que je suis quelqu'un qui me débrouille. Mais j'avais quand même la phobie de ne pas prendre... Enfin, c'est même pas une phobie, si j'ai pas appris à prendre l'avion toute seule. Sauf que maintenant, je sais aller prendre l'avion toute seule, prendre mon billet. Et ça, je trouve que, franchement, c'est épanouissant. Surtout quand tu viens d'une cité. De te dire, putain, t'es quand même... C'est pas que j'ai été condamnée, hein. Je suis pas une femme qui était condamnée, mais c'est-à-dire que... Bon, après, j'ai un mari qui aime pas non plus que tu voyages toute seule. Il te dit, ouais, il faut pas voyager toute seule. Non, je suis désolée, moi, tu peux pas m'imposer de me dire que tu ne voyages pas toute seule. Je suis quelqu'un de très libre. Ce que ça m'inspire, c'est qu'on peut dire la même chose, finalement, des femmes ou des quartiers populaires. Il y a un manque de confiance, souvent, qui... Totalement.
Moi, j'avais un manque de confiance total. J'étais incapable de prendre le train. J'avais trop peur de prendre le train. Pas parce que j'avais peur de mon mari, j'avais peur de me perdre. Et quand je suis allée à Paris toute seule et que j'ai pris mon billet et que j'ai pris le RER et que j'ai pris un train, et qu'après j'ai pris un tram, j'étais étonnée. Je me suis dit, mais waouh, mais tu y arrives. Donc pourquoi tu te mets un frein? Et grâce à ça, je commence à me découvrir et me dire, waouh, à 47 ans, c'est là où tu te dis, punaise, il faut sortir de la cité pour comprendre. En fait, il faut sortir de la cité. J'aime mon quartier, pas pour autant que je déménagerai. Mais on a besoin, tu vois, de cette liberté. Comme elle me dit ma psy, c'est une renaissance. C'est comme si je venais de renaître. J'ai découvert une renaissance. Et je vais être franc, c'est grâce à Passanou. Sans Passanou, grâce à Mohamed Memesh, il a été super. Voilà, on a eu cette chance parce que voilà, en plus, on a les hôtels qui sont payés, on a tout qui est payé. On sort rien de notre poche. La seule chose qu'on sort, c'est nos idées et notre cœur et d'aider notre prochain. Et moi, j'ai toujours aimé le bénévolat. Et le problème, c'est que quand tu as une vie de famille, c'est très difficile. Moi, mes enfants l'acceptent. Mon mari ne l'accepte pas, le bénévolat. Mais malgré ça, c'est mon choix. Je continuerai à faire du bénévolat tant que je peux. En fait, au niveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je pense, c'est pas arrogant de notre part. Hein. On est d'utilité publique, cette caravane au quartier de la Gueule. Et le fait que les médias, France Télévisions, on paye avec nos impôts, pourquoi ils ne sont pas là à nos côtés pour nous aider en fait à faire en sorte d'éteindre cet incendie? Moi, je trouve que dans chaque quartier populaire, ça dépend. Il y a des villes qui sont différentes. Il y a des villes qui sont différentes que d'autres villes. Moi, par exemple, tu vois, à Toulouse, on doit être quoi, une quinzaine d'associations. Tu vas aller, par exemple, à Narbonne, ils sont 3. Tu vas aller à Roubaix, ils sont 4. Tu peux aller à Paris, il y en a peut-être une 30aine. Par exemple, je suis allée à Montpellier, dans un quartier qui s'appelle Alès, où il est délaissé. Il est délaissé par l'État. Quand je dis délaissé, c'est délaissé. C'est à une boucherie, et une boulangerie et une pharmacie. Le reste du temps, il n'y a rien. J'ai été voir un monsieur qui avait un coiffeur dans un garage de bâtiment. Quand je lui dis, mais je ne comprends pas, il me dit, mais il n'y a personne qui va les voir. Donc on voit bien que dans certains quartiers, il y a quand même du laisser-aller. L'État, ils savent vers quelle porte taper. Tu vois, nous, dans le quartier à la Reinerie, on nous met plein de la verdure, on nous met des chaises, de belles chaises. Mais je pense que c'est voulu. C'est voulu. Tout est calculé à l'avance. Tout est calculé. Et l'État, elle fait rien au hasard. Je me dis, je me dois. J'ai posé 15 jours de congé. Parce qu'on est des bénévoles. C'est un sacrifice. Mais je me suis dit, Rabat, tu te dois de contribuer à ce que cette caravane puisse aller discuter, parler, redonner un peu, réveiller la flamme un peu, faire rêver les gens. Voilà, parce qu'on est en train de les anesthésier du matin au soir. On veut faire réveiller les consciences surtout. Que leur dire, mais attendez, mais arrêtez de dormir. Levez-vous, quoi. Vous êtes français à part entière. C'est pas parce que tu t'appelles Mohamed ou tu t'appelles Khadija que tu n'as pas le droit de dire tes pensées. Tu dois te lever, dire ce que tu penses. Tu as ta carte, tu vas faire ton vote et tu donnes ton point de vue. Sauf qu'on en a beaucoup qui ne veulent pas. Parce qu'ils sont dégoûtés, parce qu'ils ont la haine, parce qu'on ne les aide pas. Mais justement, on ne va pas venir te taper à la porte pour venir te donner un chèque. À toi de vouloir t'en sortir. Donc, il faut se lever et voter. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix d'aller voter. Si dans les quartiers populaires, personne ne vote, on va galérer. Ça changera, hein, mais on va mettre du temps. Il va falloir que, on essaie de les réveiller, mais c'est très difficile, mais on va y arriver. On ne perd pas d'espoir. On n'y comprend plus rien, on sait plus d'où on vient, on est perdu en chemin et on n'en voit pas la fin. Un petit peu tradition, un petit peu science-fiction, résultat confusion, c'est la fusion qui rend complètement paumé.
On perd tous nos repères et plus rien n'est très clair. On est des cyberbères perdus sur la terre. Faut peut-être ralentir pour rectifier le tir, ralentir pour arrêter ce délire. قولها لي انت إلا كنتي عارفها فين غادي بيا خويا. قاعد سالفين عايشين بين وبين ما عارفينش فين غادي شكون تابعين غير تابعين كي البهايم جابونا على الانترنت حنا فهمنا انتربنت اجي تشاطي معايا ومن بعد تلقاو في القهوه ولكن مع السبعه خاصها تكون جالسه مع الوالد والوالده كيتفرجوا في التلفازه سوريه مصريه عندكم ما يقلبوها ويطيحوا في شي فضيحه. Mais tout le monde ici sait que ce que tu fais après 7 heures, tu peux le faire à toute heure. Mais ça c'est pas important, ce qui compte c'est ce que disent les gens. C'est le Hadra Dianes à l'heure du e-business. Tu fais tout ce que tu veux tant qu'on y voit que du feu. Et ceux qui votaient pas avant, qui te disent, ben, tu vois, c'est là où ils commencent à réfléchir, ils nous disent, ah mais c'est vrai qu'en finalement vous avez pas tort. C'est vrai que oui, on a le droit de donner notre parole. Donc il nous dit, c'est promis, on va voter. Maintenant, on peut que écouter leurs paroles, on peut pas être derrière eux, chaque personne qui va voter. Maintenant, s'ils réfléchissent avec un peu d'intelligence... Moi, par exemple, j'avais mes enfants qui ne votaient pas, ils sont majeurs. Je leur ai imposé d'aller à la mairie, de faire leur carte d'électeur. Et je leur ai dit, vous allez voter. Ouais, mais maman, on ne connaît pas pour qui on va voter. C'est pas grave, vous votez blanc. Je vais vous dire, bon, pour qui vous votez, mais vous votez. Déjà, je fais gagner 2 voix déjà. Donc si on commence à faire ça dans chaque famille, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais si on ne le fait pas, on aura toujours des problématiques. C'est-à-dire que ce mouvement, il ne lâchera pas. On va continuer. Si ça ne marche pas cette année, on fera l'année prochaine. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et s'il n'y a pas, il y aura la relève derrière. On est une famille, en fait. On est une grande famille. Et nous, notre but, voilà, il faut qu'on fasse entendre nos voix. C'est tout. J'ai grandi dans un quartier. On était occupés justement par le sport, par la culture, à travers ces espaces jeunesse. Et ça nous aidait beaucoup justement pour l'avenir. Il y a une désertification de la médecine générale sur notre quartier. Et ce qui serait bien, c'est qu'on développe un pôle santé ou une maison de santé pluridisciplinaire de manière à rendre optimal le parcours du soin du patient. À l'issue de ce Tour de France, l'association fera une synthèse des doléances récoltées. Il n'y a pas beaucoup de gens comme nous qui le faisons. Si on était beaucoup d'associatifs qui faisaient ça, je pense qu'il y aurait un peu de la peur du gouvernement. Le problème, c'est que jusqu'à présent, moi, j'ai vu qu'il n'y avait que Mohamed Memech qui faisait ça, qui fait ce Tour de France. J'en ai vu aucune association dans le monde entier qui le fait. Voilà. Et quand il y a eu la ville-étape à Toulouse, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des relais, il y avait du monde? Alors, moi, j'ai eu la chance de faire venir des jeunes d'une association. Donc, ils ont interviewé des petits jeunes, de voir et comprendre, où ils ont été super contents. Le plus, ça a été les filles qui ont pu communiquer que les garçons. Les garçons étaient plus durs pour répondre à un questionnaire. Donc, on voit bien qu'il y a une problématique. Que le jeune garçon va avoir du mal à s'exprimer en écrit. Même quand tu vas le questionner à voix haute, il va avoir du mal. Mais là, on s'est rendu compte que la fille se lâchait plus vite. Voilà. Et qui expliquait qu'il y en avait marre, que voilà, elles étaient jeunes, qu'elles ne voyaient pas leur avenir, comment ça va se passer dans 20 ans. Donc ça fait peur quand une gamine de 14 ans, elle te dit « Ouais, mais moi je ne sais pas ce qui va m'arriver à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui m'attend à 20 ans ?» Quand tu vois qu'un enfant de 14 ans qui te parle comme ça, tu te dis il y a vraiment un problème. Et là, ça fait peur. Après, on a eu des mamans, des papas qui sont venus. En fait, c'est plus de la curiosité. Ils étaient curieux. Mais c'est vrai que quand on a commencé à mettre un peu de musique, à mettre du café, des gâteaux, tu vois, on a commencé à avoir un petit peu de monde qui venait. Donc, et ça s'exprimait, et ça expliquait, et ça disait oui, qu'ils s'étaient délaissés, que dans le quartier, ça allait plus. Que voilà, qu'ils avaient peur de la police. On nous parle beaucoup qu'ils ont peur de la police. T'imagines des vieux qui nous disaient « Mais moi, quand je descends en bas, quand je vois la police, j'ai peur. » T'imagines, c'est impressionnant quand un vieux te dit ça. Tu te dis « Waouh !» Alors que moi, quand je passe devant un camion de police, ça ne me dérange pas.
Ou même peut-être tu as des souvenirs d'il y a quelques années où ça Voilà, comme ça. et peut-être que cette personne âgée, peut-être qu'elle avait peur parce qu'à l'époque, peut-être qu'il a eu quelque chose qui n'était pas bon, je sais pas. Mais tu vois, rien que ça, le fait quand tu vois des vieux qui te disent oui, j'ai peur de la police, tout ça, tu te dis mais c'est pas normal. Dans ton quartier, tu as peur. Mais après, je pense que tu vois, c'est parce qu'on nous dit les jeunes. Ouais, les jeunes ils sont tout le temps en bas. Mais ouais, mais parce que vous nous mettez tout dans la cité. Vous nous mettez tout. Il ne nous manque plus que le cinéma. Et je suis sûr qu'un jour, on va nous mettre un coin cinéma. L'été, on nous met un plan de cinéma. Pourquoi? Parce que ils évitent que les jeunes sortent de leur cité. Ouais. Ils évitent. Ils veulent pas que tu vas dans la ville. C'est pas intéressant. Parce qu'en ville, tu vas foutre le bordel. Donc le fait qu'on nous met tout, les boutiques, tatati, les pharmacies, la sécu, la CAF, ils se disent c'est bon, laisse-les, ils restent dans leur quartier. Leur but, c'est de nous enfermer. Je le vois comme ça. Moi, je pense qu'on nous laisse dans notre... On veut qu'on reste dans notre cité. C'est leur but de... Voilà. C'est bon, laisse-les. Ils sont bien dans leur quartier. Laisse-les pourrir leur quartier, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Alors que si tu as envie de faire des études, par exemple, si moi, j'ai envie de mettre mon fils à l'extérieur, il faut une dérogation. Et parfois, on ne te l'accepte pas. Tu vois. Et même pour le permis. Le permis, on te le met juste à côté de chez toi. Demain, ta fille, elle a envie d'aller passer le permis, ça va être plus difficile pour elle d'aller en ville que de le faire dans sa propre cité. Et moi, je le vois parce que j'ai des vues avec mes enfants. Donc, tu vois, moi, j'ai dû faire une dérogation pour que mon fils soit à l'école, à l'extérieur du quartier. Il a pu faire le collège, mais à l'extérieur du quartier. Donc on se dit, mais il y a vraiment un problème quelque part. Normalement, au lieu de nous faire des bâtiments à 10 mètres, là, je sais pas, faites des pavillons, mettez des gens, mélangez la population. Mélangez. À l'époque, le Mirail, c'était mélangé. On était de toute la nation. Mais on n'a plus personne. On n'a plus personne. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Même en détruisant, on nous met dans d'autres quartiers où il n'y a que les mêmes cultures que nous. Et ils refont quand même des bâtiments. Bon, on va pas dire à 10 étages, mais on va te mettre quand même des bâtiments à 6-7 étages. Donc, tu te dis, il y a quand même un problème quelque part. Oui, détruisez. On ne vous dit pas de ne pas détruire. Détruisez. Faites des pavillons. Mais mélangez. Mélangez les communautés. Nous, on est pour toutes les nations. Qu'on soit chinois, anglais, français, turc, roumain, arabe. On n'a plus ça. Il n'y a plus la mixité. La mixité, elle n'existe plus. À cette époque, il y avait de la mixité et ça se passait très très bien. Là, on s'en rend compte que maintenant, il n'y a plus rien. Et tu vas dans le quartier, tu vas tomber dans un quartier avec des Maghrébins. C'est rare de trouver un Français qui marche dans la rue. Tu te dis, tu vois que des Maghrébins. T'as l'impression que t'es au bled. Donc c'est un peu quoi la faute à qui? C'est pas la faute aux gens qui habitent là. C'est la faute au gouvernement. Vous vous plaignez aux responsables. Vous vous plaignez que les Maghrébins ou les Noirs ou les immigrés, on va dire les immigrés. Mélangez. Faites de la mixité. Et vous verrez que les choses vont changer. Avant, ça marchait très bien. Maintenant, même dans les écoles, tu n'as même pas un Français dans une école. Il n'y a que des Maghrébins. Moi, quand j'ai mis mon fils à Blagnac, ça m'a... Si tu veux, j'ai été scotché parce que je disais, j'étais étonnée de voir des Français. Tiens, parce que j'ai tellement vu que dans les autres écoles, il n'y avait que des Arabes. Je disais, il y a des Français dans cette école. Ça m'a scotché. Mais malgré ça, j'ai continué quand même à mettre mes enfants à l'extérieur. Parce que j'avais besoin qu'ils voient d'autres cultures. Ils ont besoin d'apprendre, de voir d'autres gens. Nous, le but, c'est qu'on soit mélangés. On ne veut pas rester que des Maghrébins dans la cité. C'est du n'importe quoi. Celui-là qui te dit que je veux rester dans une cité où il n'y a que des Arabes, c'est qu'il est con. Pour moi, il est con. Nous, on a besoin d'avoir de la mixité, du mélange. On a besoin. Si on n'a pas ça, c'est pas bon. Nous, à Mirayu, tu vois, on a des étudiants. Et on en voit plein qui vivent dans le quartier. Et ils sont très, très bien. Et je crois qu'ils sont mieux que nous. Ils vivent mieux que nous-mêmes. J'ai l'impression qu'ils sont plus en sécurité que nous. Les jeunes, il n'y a personne qui les embête, quoi. Ils sont très très bien. Nous, on veut qu'il y ait de la mixité. Voilà. On te fait croire qu'on ne veut pas de la mixité, mais la plupart veulent de la mixité. Nos quartiers ont de la gueule. Tour de France, du 29 octobre 2021 au 12 mars 2022.
Et vous pouvez retrouver toutes les infos, les dates et les lieux de programme détaillés sur nos réseaux. Voilà. Vous avez www.passansnous.org. On est sur Facebook, Twitter, YouTube ou Instagram. Allez voter. Allez voter, c'est très 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 important. Sans le vote, nos voix ne seront pas là. Point. C'est la fin de l'épisode 3 de la saison 4 de Radio Basta, différentes perspectives sur l'espace public. Rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 4. Bon week-end. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.